Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 17 novembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler nouvelles et voir un petit peu ce qui se passe sur les différents marchés, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On commence les nouvelles par Binance, dans lequel on a appris que l'officiel qui gère le contre-terrorisme dans l'exchange, après 2 ans, est parti. Ça fait quand même un certain nombre de départs que l'on commence à avoir. Après, celui-ci s'explique assez facilement au vu des tensions qu'il y a aux USA sur le financement de cellules terroristes à travers les cryptos, chose qui est compliqué à prouver, mais dans lequel c'est réellement un sujet de tension électorale. On n'oublie pas qu'on se rapproche de 2024 aux USA, donc forcément, les élections vont peser lourd dans les discussions, dans les représentations, parce que c'est vraiment des représentations, c'est des shows que l'on peut avoir, que ce soit fondé ou non, ça importe assez peu, le but c'est l'élection derrière, donc on va faire un petit peu attention, mais néanmoins, ça reste encore un nouveau gros départ pour Binance, après déjà toute une série de départs autour de la réglementation, autour du contre-terrorisme, on commence à se poser un petit peu des questions, il va falloir surveiller tout ça. N'oubliez pas, on reste toujours dans l'optique not your key, not your coin. On ne pense pas que Binance va avoir des soucis, mais néanmoins, on ne pensait pas non plus que FTX allait avoir des soucis, donc ne laissez jamais plus que nécessaire sur les exchanges centralisés, vraiment ne l'oubliez jamais. Ensuite, au niveau de la crypto, on a quand même AAV Companies qui se rebrandent en Navara. Alors, très intéressant, AAV Companies, ce n'est pas uniquement juste le site AAV, c'est plein d'autres choses, c'est Lens Protocol par exemple, c'est le stablecoin GHO, et ils ont plusieurs autres petites choses comme la marque Sonar et d'autres petites brands et compagnies qui sont en train d'acheter petit à petit, et justement ils ont décidé de se rebrand en Navara, et ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'ils sont en train vraiment de développer un écosystème complet, et ça se confirme par la dernière acquisition qu'ils ont eue, qui est une société startup, qui est basé d'ailleurs à Los Angeles, et qui est en fait derrière un wallet, d'accord? Donc je pense qu'on est vraiment en train de créer un écosystème complet dans lequel on va avoir un wallet, on va avoir les stablecoins qui tournent bien, avoir à côté toute la notion de réseau social décentralisé à travers Lens Protocol. Bon, on commence à voir vraiment les patterns d'une super application Web3 qui pourrait arriver à travers Avara, et ça va être à suivre sur le court, moyen, long terme. Je pense qu'on risque d'avoir des nouvelles dans peu de temps. Alors, petite chose macro qui a été surveillée quand même, qui est vraiment la rencontre et la reprise de la discussion entre les USA et la Chine, avec la rencontre entre Biden et Xi. Du coup, on se retrouve sur une discussion qui était somme toute plutôt cohérente, où on a eu vraiment des informations sur leur point de vue. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, on a quand même, quand on descend un petit peu, 3 photos qui sont très représentatifs. On a les meilleurs potes du monde, et quelqu'un qui se pose des questions, à savoir qu'à la fin de la discussion, quand même, Biden a dit que son homologue chinois était quand même un gros dictateur. Bon, je pense qu'on est quand même très très loin de la notion de la bonne entente, mais en tout cas au moins on a un retour du dialogue, ce qui peut être positif, notamment sur les frictions autour de Taïwan et la position de la Chine par rapport à ce qui est en train de se passer, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe. Au niveau du calendrier, aujourd'hui on va pas avoir grand chose, alors oui on a l'IPC annuel en Europe qui va tomber, mais bon, somme toute ça risque pas beaucoup de bouger, on devrait passer sous la barre des 3%, ce qui serait positif, quand même le prévisionnel est énorme, hein. On passe de 4,3 à 2,9, voir si on arrive à le tenir, ça pourrait être une bonne reprise pour l'euro, dans lequel on pourrait avoir un impact au niveau du DXY, qui est la représentation du dollar par rapport au panier de devises, et on n'oublie pas que dans ce panier de devises, il y a quand même plus de 50% où c'est de l'euro. Autre petite chose qui est intéressant de voir, c'est que on commence à avoir des signaux sur l'évaluation de la probabilité de la mise en place du pivot de la Fed. Ça sous-entend que
la Fed, quand on essaie de déterminer quand est-ce que la Fed va commencer sa diminution des taux directeurs pour diminuer la pression au niveau de l'économie. Alors là-dessus, on nous parle du mois de mars, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on regarde au niveau du CME, qui est la représentation des statistiques actuellement des institutionnels, sur le moment du passage sur, en effet, le point pivot, on a en effet mars, où on commence à avoir un shift, mais ça reste relativement faible, c'est-à-dire qu'on a quand même 67% qui considèrent qu'on restera sur l'état actuel. Par contre, ça diminue grandement, très fortement à partir de mai-juin, où on voit que on a bien une baisse relativement significative, 25, on commence à considérer que on a encore une baisse, on passerait sous les 5 dans les alentours de mai-juin, pour arriver à la fin de l'année, idéalement dans les alentours de 4. Donc on a vraiment une baisse qui commence à s'amorcer, ou en tout cas une anticipation des baisses. Et ce qui est intéressant, et ça on n'a pas la donnée malheureusement, je trouve un moyen de la faire, c'est la représentation de ces taux ici, ces pourcentages, par rapport à l'année dernière. J'ai souvenir, même très souvenir, il faudrait que je retrouve dans une vidéo, qu'on avait à peu près les mêmes taux sur la même période, mais l'année précédente. Donc on prend toujours un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe. Oui, ce n'est pas parce qu'on a une baisse de l'inflation que derrière on va avoir une cassure des taux, à moins qu'on ait un événement suffisamment fort qui oblige la Fed à agir, et ça, personne ne le veut, parce que ça sous-entend que le soft landing est très loin et qu'on est vraiment dans un hard landing, et dans lequel ça va faire très mal. Donc on ne veut pas ce scénario-là, mais je pense que me semble cohérent, mais est-ce qu'on se laisse pas leurrer par quelque chose qu'on a déjà vu / connu? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché, le S&P 500, a une réaction de temporisation suite à sa grosse accélération, dans lequel on est en train de travailler les 4500, au-dessus des 4500, on est en train de clôturer au-dessus. On va attendre cette journée pour voir la clôture weekly que l'on aura, et on en discutera certainement demain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, sur le RSI, on est reparti vraiment à la hausse, avec vraiment une belle rupture que l'on a eue. Belle rupture, oui, mais qui nous donne quand même une grosse divergence baissière, dans lequel on a bien ici un RSI qui est plus haut que le précédent, alors que le top n'est pas fait. Du coup, ça sous-entend qu'il faudrait que on repasse sur quelque chose avec une accélération, une rupture de cette zone-là. Alors oui, c'est faisable, mais sauf que quand on commence à comprendre un petit peu le mouvement du S&P 500, et qu'on regarde le Nasdaq qui se retrouve ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que notre ami Nasdaq, ici, va être un petit peu différent, parce que le Nasdaq en lui-même a cassé ses précédents tops, donc il a cassé celui-là, ok, celui-là aussi, et on est en train de quoi? De casser ici le suivant. Donc on est ici potentiellement dans un nouvel ATH au niveau du Nasdaq, et ça sous-entend qu'on a vraiment le S&P 500 qui est porté par les valeurs tech, et vraiment par les valeurs tech, ça veut dire aussi que c'est porté par très peu de sociétés. On n'oublie pas que dans le Nasdaq, les performances sont vraiment effectuées par un cœur de société, et là c'est vraiment le cas, notamment on parle beaucoup de Microsoft en ce moment, dans lequel on fait ATH sur ATH sur ATH, mais ce n'est pas le seul, et on a cette dynamique qui est en train d'être poussée. Est-ce qu'on va avoir à un moment donné une respiration au niveau du Nasdaq pour justement, tout simplement, quand on fait une accélération comme ça, il faut qu'on ait une phase de latéralisation de repli, et à ce moment-là, quelle sera l'amplitude du repli sur S&P 500? Ça, c'est vraiment la question qu'il va falloir se poser. Pétrole, on a bien une belle rupture qui est en train de se faire, grosse bougie encore hier, assez surprenant avec la rupture des 75, et là on est en train de se diriger doucement vers les 70, je pense même qu'on pourrait aller retester la partie ici des 67-66, avec un bas de canal qui pourrait être validé, donc là-dessus on a vraiment, je pense, la position d'un canal haut, canal bas, canal médium, dans lequel on risque d'osciller, donc c'est osciller entre 93 et 65, donc là on pourrait vraiment avoir un très gros canal, beaucoup plus gros que celui que je pensais à l'origine, en attente de validation bien évidemment, dans les semaines qui arrivent. Petit point à valider aussi dans les semaines qui arrivent, ça va être ici la consolidation qui est en train d'être effectuée de la différence entre les deux taux, donc les taux du bond du trésor américain 2 ans et 10 ans, très important parce qu'on va avoir une discussion sur le budget US qui risque d'impacter, voir si on arrive à repasser dans les alentours au-dessus des 10% et à bien valider ici un beau break-off structure, ça pourrait être vraiment bien parce que là actuellement on n'a pas cassé ce lot là, donc ça sous-entend qu'on est en train de le tenir. Si on le tient, donc il y a de grandes probabilités d'aller casser à la hausse, et c'est ce que l'on souhaite, en tout cas retourner au-dessus de 0, repartir dans une courbe
classique, même si on passe par une phase transitoire d'inflation. Au niveau du dollar, on voit que on a bien une pression très forte sur la clôture weekly. On va attendre, voir si on clôture en dessous du niveau clé que l'on a. Si on maintient ce niveau, c'est plutôt positif. Si on casse en dessous, ça sous-entend que l'indice dollar va aller chercher beaucoup plus bas et aller retester les 102. Le marché américain a un VIX qui est en train de s'enfoncer, ça sous-entend que on a un pricing du marché américain qui est en train d'être effectué et un allègement des tensions, donc ce qui est plutôt positif et qui est plutôt cohérent par rapport à ce que l'on voit au niveau du S&P 500 et la latéralisation là. Donc on a bien une cohérence entre les deux, ce qui est plutôt rassurant en tout cas sur le long terme. BTC, on voit que on a ravalé encore la bougie d'hier. Donc hier, on avait avant-hier, on avait une grosse bougie rouge. Hier, on s'est retrouvé avec une bougie relativement flat parce qu'on est en weekly. Et là, on se retrouve encore sur un mouvement baissier, mais qui est moins fort que le précédent. Et oui, quand on regarde, on n'a pas cassé le top et on n'a pas cassé le low. Vous connaissez ça, vous connaissez cette typologie de pattern dans lequel on va se retrouver dans une forme de compression qui représente ici quelque chose de classique quand on est dans la possibilité d'une distribution de week-off. On n'oublie pas BC, AR, ST. On a le saut qui est allé chercher cette zone-là, on a l'UTAD. Tant qu'on casse pas le saut, ce n'est pas validé, et donc, dans tous les cas, on n'a pas de rupture de break-off structure. On n'oublie pas que là, on a eu un petit break-off structure, mais on n'a pas validé avec la prise de liquidité de cette zone-là. Pareil, ici, ce lot-là qui a été effectué n'est pas allé chercher celui-là, donc on n'a pas validé. Deuxième point dans lequel on peut avoir cette zone de compression, c'est qu'on a une incertitude du marché sur le positionnement du prix du BTC et la consolidation qui est en train d'avoir lieu, notamment sur toujours ce momentum haussier qui est présent, mais qui est en train de s'affaiblir. Je vous rappelle, là on est en 4 heures, que on est toujours dans cette représentation. Je vais juste dézoomer un petit peu plus pour bien vous montrer qu'on est bien dans cette représentation qu'on a déjà connue, qui est plutôt une pattern de ce style-là, dans lequel on a bien une divergence baissière qui est bien présente, qui est présente en daily et en 4 heures, dans lequel on a une phase d'accélération, phase de rupture, encore une fois accélération, respiration, réaccélération. Est-ce que là on est dans cette respiration ici que l'on a pu avoir, ou est-ce que on est tout simplement dans ce travail ici en amont avant d'avoir encore une nouvelle accélération haussière, cassure baissière, réaccélération haussière, et ainsi de suite. Là-dessus, la temporalité, c'est toujours compliqué, mais néanmoins, on voit deux choses. C'est que, clairement, on voit une diminution du momentum haussier, c'est-à-dire que le RSI est bien en baisse, donc ça sous-entend qu'on a bien ici une difficulté à pouvoir progresser plus fort, dans lequel on manque de liquidité, on manque clairement d'open interest, pour rappel, ici, on n'arrive pas à repasser au-dessus, on continue à s'enfoncer, donc ça veut dire qu'on a des difficultés à pouvoir mobiliser du capital en perpétuel pour pouvoir financer. À côté, au niveau des liquidités, il y a personne qui se repositionne, on voit bien que les mouvements actuellement, on a eu un short squeeze qui a été assez fort, mais avec des liquidités basses, et qu'on a à chaque fois de moins en moins de liquidités court terme qui se positionnent. On voit bien l'évolution ici où on avait de plus en plus de monde qui se positionnait notamment dans cette zone-là où on voit qu'on commençait très très vite à accumuler de la liquidité. Là, on a beaucoup plus de mal à pouvoir le faire et ça se valide aussi au niveau des CVD. Les CVD dans lesquels on a un marché qui est de moins en moins agressif et ce qui est plutôt classique quand on arrive dans des zones comme ça, avec des périodes où on n'a plus d'impulsivité, plus de momentum, on va voir des CVD qui s'effondrent, et donc là on a un cours qui continue à pousser, donc qui ne latéralise pas forcément, mais qui continue à monter en termes de prix, avec des CVD qui s'enfoncent, donc ça veut dire qu'on a un étiolement réellement du marché, et un étiolement des acheteurs qui sont en train de se fatiguer, donc on a un marché qui est de moins en moins agressif, alors que justement on a un cours qui continue à pousser, et ça il va falloir faire attention. D'ailleurs on va se poser la question de où on se situe au niveau du total. Total 3, on est, oui, dans cette zone de résistance plutôt classique, on va attendre d'avoir une validation et une clôture au-dessus pour consolider, pour avoir vraiment un gros signal haussier. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est quand on compare le total, donc qui représente la totalité des cryptos versus le total 3, donc c'est à moins BTC, moins Ethereum, on voit que la bougie est quand même bien différente. C'est-à-dire qu'on a une bougie qui est beaucoup plus compressée, dans laquelle on a sous-entendu des performances à la baisse qui sont moins importantes que BTC. Chose qui est assez rare. C'est-à-dire que d'habitude, quand on voit le total 3 qui représente l'ensemble des altcoins, quand on a un BTC qui chute, on est censé avoir des altcoins qui chutent beaucoup plus fort, et donc on est censé avoir une pression baissière au moins identique, si ce n'est plus, que celle du total. Et là, ce n'est pas le cas du tout, et ça c'est vraiment important de le noter, et quand on commence à regarder un petit peu la dominance, on voit en effet que là, on a la dominance en bougie classique
du BTC où on a bien un repli sur les 52% qui est la zone de rupture que l'on a eu, qui est plutôt positif pour montrer une accélération encore du BTC si jamais on reste sur cette clôture-là et qu'on fait bien un pullback. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que on a ici une baisse de la divergence réelle au niveau d'Ethereum, d'accord? Donc ça sous-entend que on n'a pas de positionnement d'Ethereum par rapport à la totalité du marché. En tout cas, il y a de moins en moins d'attrait au niveau d'Ethereum. Par contre, sur la totalité des cryptos des altcoins, pardon, dans lesquels on soustrait USDC, USDT et DAI, donc les principaux stablecoins, on voit bien qu'on a un afflux. Donc ça sous-entend qu'on est bien actuellement dans un transit de liquidité, comme je vous l'ai expliqué, au niveau des altcoins, oui, mais on n'est pas dans une alt season, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la alt season, normalement, on est censé avoir Ethereum qui accompagne, en fait, les altcoins. Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, c'est le passé. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ethereum, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs hier dessus, est passé de Proof of Work en Proof of Stake, a peut-être passé aussi en termes de représentation d'un altcoin à autre chose, et peut-être son statut a changé. Mais néanmoins, quand on est dans une alt season, on est censé avoir des accélérations qui sont beaucoup plus fortes, et surtout derrière, avoir une consolidation du cours au niveau de BTC, et non pas un retrait. Je m'en souviens d'un commentaire que j'ai eu il y a peut-être un mois et demi, qui me disait c'est impossible de voir le BTC qui s'enfonce, et derrière, les altcoins pousser. J'ai envie de vous dire, en fait, ce que l'on voit ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a des replis du BTC qui sont en train de se faire, et à côté, on a les altcoins qui poussent beaucoup plus fort que le BTC. Et là, c'est quelque chose qui est inédit, où on a très rarement, voire quasiment pas. Si vous avez d'ailleurs une notion de fractalité par rapport à ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse, je l'analyserai, parce que j'en ai pas trouvé, en tout cas en l'état, d'avoir cette schématique-là, où on a un BTC qui n'arrive pas à pousser, donc qui, voire même retrace, et à côté des altcoins qui absorbent totalement la liquidité, et qui continuent à pousser, qui maintiennent en fait leur niveau, alors que on a un BTC qui ne tient pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ça soutient la chaîne. Et nous, on se retrouve 13h30 pour parler de TRX, la crypto de Tron, et c'est à 13h30.